content aujourd'hui d'organiser je pense que c'est le troisième 17-20 de l'année. Au moins, ouais. Au moins le troisième 17-20. Donc, ce sont des formats qui existent depuis fort longtemps, bien avant même la création d'Envirobat, du temps où nous étions encore deux régions, qu'on a plaisir à organiser souvent avec une intervention de l'Adréal, qui est une nouvelle fois là ce soir, et merci Loïc. Et puis c'est aussi autour d'une thématique l'occasion de faire intervenir évidemment des experts de la thématique et surtout de partager des retours d'expérience. Donc sur ce sujet de l'eau, qui est un sujet chez Envirobat que l'on a toujours traité finalement. Envirobat travaille sur les sujets de bâtiments durables, d'aménagement durable pour contribuer à réduire leur empreinte environnementale, et tout ça évidemment en lien avec les professionnels que vous êtes. Le but, c'est vraiment d'accompagner l'évolution de vos pratiques, de vous informer, de vous outiller et de vous donner les moyens d'agir finalement, pour opérer les transformations qui sont aujourd'hui nécessaires pour répondre aux enjeux de l'impact du changement climatique. L'eau est un enjeu qui était traité sur un niveau peut-être égal à d'autres sujets jusqu'alors. Nous, on a commencé à renforcer les initiatives en faveur d'une meilleure gestion de l'eau dans les bâtiments et dans les aménagements en Occitanie il y a déjà 2 ans, parce que nous nous sommes aperçus en travaillant avec nos homologues à l'interrégion, notamment à travers les démarches bâtiments durables, celles qu'on porte en Occitanie, mais celle qui égale la même démarche qui est portée en région PACA, en région Nouvelle-Aquitaine, en région Île-de-France, etc. Que à travers ces démarches, donc qui sont des démarches environnementales avec une approche globale, le sujet de l'eau était peut-être le sujet le moins bien traité par les maîtres d'ouvrage et leurs équipes projets. Donc ça a commencé de notre côté par travailler sur un REX interrégional à travers ces démarches pour comprendre finalement quels étaient les sujets justement qui passaient un peu à la trappe, et puis apporter de l'information et des outils aussi à ces maîtres d'ouvrage et à ces projets qui entrent en démarche, et les accompagnateurs qui sont là à leur côté pour mieux prendre en compte ce sujet-là. Et puis progressivement en région, nous avons repéré les acteurs aussi qui s'intéressent au sujet. Donc on a signé un contrat de progrès avec l'agence de l'eau Adour-Garonne. On a commencé à parler avec eux il y a 3 ans, puis l'année dernière on a signé un contrat avec eux. On travaille aussi en lien avec l'agence Rhône-Méditerranée Corse, puisque vous savez que la région Occitanie est à cheval sur 2 bassins versants. Et puis plus récemment, la région Occitanie nous a alerté sur la nécessité encore d'augmenter les actions en faveur d'une meilleure prise en compte de ce sujet-là. La région venant elle-même de signer un plan eau il y a quelques semaines. Donc évidemment, moi je suis très très contente qu'on organise ce 17-20. Merci à Chloé et à l'équipe à Amaranta aussi qui est en stage chez nous, d'avoir travaillé sur ce programme-là. On a aussi beaucoup œuvré pour renforcer nos référentiels BDO et QDO sur une meilleure prise en compte de ce sujet dans les projets. Sur une nouvelle version de référentiel qui va être mise à disposition des professionnels d'ici la fin de l'année. Merci à tous les intervenants qui vont prendre la parole ce soir sur ce sujet hautement important. Et bonne soirée. On se retrouve juste après pour boire un coup ensemble. C'est aussi un très bon moment de ces soirées 17-20. Merci. Donc moi c'est Chloé Cariello, je suis en charge des sujets d'aménagement durable au sein d'Envirobat Occitanie, et du coup c'est moi qui vais animer ce 17-20 ce soir. Alors vous l'avez certainement remarqué, mais ce 17-20 il est enregistré ce soir, donc il sera accessible en replay si jamais vous voulez voir les interventions, revoir les échanges. Alors donc au programme de ce soir, donc pour commencer, Loïc Cariot de l'Adréal Occitanie va nous présenter le contexte réglementaire sur l'eau en ce qui concerne le bâtiment et les évolutions récentes. Et ensuite, on aura 3 intervenants qui nous apporteront leur retour d'expérience sur 3 aspects de l'eau. Donc le premier aspect, ce sont les eaux pluviales. Donc on va parler infiltration des eaux de pluie et recyclage. Donc Pascal Héral de la mairie de Toulouse nous présentera les cours Oasis,
qui ont remplacé certaines des anciennes cours d'école de Toulouse. Ensuite, on parlera toilettes, puisque c'est un des postes les plus consommateurs d'eau et qui impacte le plus la qualité de l'eau. Donc Benjamin Clouet, gérant d'EcoSec, nous partagera un retour d'expérience d'1 an de toilettes sèches dans les bâtiments collectifs. Et il nous parlera aussi de valorisation des eaux grises et des urines. Et pour finir, un 3e retour d'expérience nous sera apporté par Philippe Gonçalves, architecte du groupe Seuil Architecture, sur la réduction des besoins en eau potable et la réduction des eaux grises. La réutilisation des eaux grises dans les bâtiments industriels, mais aussi dans les bâtiments de logement. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que vous pourrez poser toutes vos questions après chaque intervention. On aura du coup du temps pour ça, 5 minutes. Et il suffira de lever la main, on vous fera passer un micro. Et pour finir, donc Alain Donat fera quelques mots de conclusion pour terminer ce 17-20, et après on passera un moment un peu plus convivial à partir de 19h. Voilà, autour d'un plateau de fromages locaux et pour continuer les échanges. Donc c'est parti, on démarre du coup avec Loïc Cariot. Je suis chef du département bâtiment construction à la DREAL. Donc je vais rapidement vous présenter le contexte réglementaire. Tu le disais Ilona, c'est vrai que les économies d'eau dans le bâtiment et sa gestion, finalement, quand on parlait bâtiment, c'était pas le premier sujet, ou technique du bâtiment, c'était pas le premier sujet qui nous venait à l'esprit. Et on va le voir dans le contexte réglementaire, finalement, c'est une question qui est plutôt récente, et je vais plutôt présenter des projets de textes que des textes vraiment parus. Ça montre aussi un peu l'évolution voilà, qu'on part de loin. Je m'excuse par avance, je devrais vous quitter juste après mon intervention, mais du coup le replay c'est super bien parce que je pourrais voir les rétextes avec grand plaisir et intérêt. Alors, bon, je vais commencer rapidement. C'est pas ça. Oui, ici. Alors, j'avais quelques chiffres. Déjà, voilà, de consommation d'eau. Un verre de vin, c'est 120 litres d'eau. 1 kilo d'alu, ça commence à parler bâtiment. C'est 1 mètre cube, un quart. Un t-shirt, 13 mètres cubes. Une voiture, 400 mètres cubes. 400 000 litres. Grosso modo, la voiture, elle consomme 4 fois plus d'eau que d'essence. Ça fait. Donc voilà, c'est quelques chiffres pour donner l'enjeu. L'enjeu de la gestion de l'eau. Il y a de l'actu, j'y reviendrai aussi. Tout le monde n'est pas passé à côté de ce printemps où tout le monde a frissonné. Bon, je crois que c'est pas terminé, même si les pluies ont donné un petit sursis par endroits. Alors, pour rentrer plus avant dans la réglementation. Alors, on part assez récemment là de la loi 3DS. Me demandez pas différenciation, décentralisation, déconcentration, diverses mesures, simplification de l'action publique. Alors, cette loi 3DS, c'est 2022, c'est récent, aborde dans son article 197, je vais essayer d'éviter tous les codes et tout ça, vous aurez le PowerPoint avec les références, je pense. Le rôle du service de gestion des eaux pluviales, qu'on va parler d'eau potable, eau pluviale. Donc le service de gestion des eaux pluviales urbaines qui assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales et le respect des prescriptions non seulement du code de la santé essentiellement et des différents zonages réglementaires, notamment avec les obligations de raccordement. Le règlement, les modalités d'exécution sont à la compétence municipale, donc délibérées en conseil municipal. Bon, là c'est assez classique. Les agents de ce service ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle. Donc loi 3DS, un premier socle législatif 2022.
Ensuite, moins législatif, mais qui représente une mise en œuvre notamment, c'est le plan eau annoncé par le président de la République au printemps, en mars. Donc c'est un premier chantier de la planification écologique qui va rassembler un certain nombre de feuilles de route et de plans d'action. Donc il fait suite notamment aux assises de l'eau, aux varennes agricoles de l'eau, et se centre sur des leviers à débloquer dans la gestion sobre et durable de l'eau. Vous le verrez, dans la réglementation, il y a un certain nombre d'aspects qui vont permettre plutôt à débloquer certains blocages qu'on aurait pu avoir, je pense notamment à la réutilisation de l'eau. Donc voilà, c'est une réglementation qui peut aussi permettre d'innover. Ça c'est voilà, c'est plutôt pas mal quand c'est ça, c'est bien de le dire, c'est agréable. Donc l'eau voilà est une ressource en tension. La vigilance est toujours d'actualité. Et puis à long terme, on s'attend à une aggravation des déséquilibres de gestion avec le changement climatique. Donc ce plan est construit autour de trois enjeux structurels associés à des moyens et des actions, notamment en période de gestion de crise. Donc tout d'abord, organiser la sobriété des usages, compter la ressource, mesurer, savoir le volume dans lequel on consomme, c'est quand même un basique. Planifier son usage. Et lorsqu'on parle de planification, c'est notamment l'équilibre des différents usages et la conciliation des différents usages, qui est un débat de longues années, mais qui continue à créer encore des frictions, des tensions entre différents types d'usagers. Et l'économiser, bien sûr, on va en parler là, parce que au-delà d'organiser les différents usages, enfin voilà, c'est un peu la résultante des deux premiers, c'est organiser les usages, leur volume, dans un volume, dans une ressource finie, Le deuxième axe, c'est d'optimiser la disponibilité de la ressource. Donc là, on agit sur la ressource et notamment en réduisant les pertes. Alors, en urbain, quelques chiffres. Sur les réseaux publics urbains, c'est environ 20% de pertes dans les fuites. 20% de pertes. Valoriser les zones non conventionnelles, et c'est là où on va voir quand même certaines ouvertures quant à la réutilisation d'eau pluviale, voire d'eau usée traitée, qui pour l'instant était plutôt complexe, notamment en raison de règles sanitaires. Et c'est une invitation à revoir cet angle-là. Améliorer, développer, lorsque nécessaire, le stockage dans les sols, les nappes, les ouvrages. Là, c'est un sujet complexe. Et on voit bien que le stockage en ouvrage est en troisième position. Donc là, on va trouver avant les bassines. Bon, là aussi, au printemps, on en a plutôt parlé. On va plutôt essayer de faire ce stock via les sols et les nappes, et on trouvera en termes d'urbanisme ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature et qui permettent ou reconstruisent de la perméabilité et de l'infiltration. Alors, voilà, la gestion résiliente concertée de l'eau. Bon, on retrouve les trois mêmes axes avec là les objectifs du plan. Moins 10% d'eau prélevée d'ici 2030.
en passant par des campagnes de sensibilisation, des mesures sur le bâtiment neuf en 2024. Je vous expliquerai pourquoi. Un objectif de performance va être introduit pour le neuf dans la RE 2020 concernant la gestion de l'eau. Un décret est en cours, je le présente juste après. Voilà, la mise à disposition, la commercialisation de différents équipements pour les bâtiments. L'action sur la disponibilité de la ressource, c'est les actions de réduction des fuites. Donc on sait par exemple que l'agence de l'eau, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'agence de l'eau, investit fortement auprès des collectivités pour leur réseau, par exemple. C'est les fuites et ensuite c'est les fuites au sein des bâtiments. J'ai appris récemment que le premier en nombre, le plus grand nombre, enfin la pole position des sinistres dans les bâtiments, c'est les fuites d'eau sur les réseaux. Ouais. On a appris ça en GQC la semaine dernière, j'ai été étonné. Premier sinistre en nombre et bien devant les autres. Massifier la valorisation des eaux conventionnelles, on y va. 1000 projets d'ici 2027, c'est demain. Il y en a sûrement dans les cartons, mais la réutilisation des eaux de pluie eau grise, c'est un projet de décret que je vais détailler juste après. Et enfin, la qualité de l'eau, oui, elle se fait rare et en plus, il convient vraiment de préserver sa qualité avec la prévention des pollutions diffuses, la restauration du grand cycle de l'eau, mais c'est des cycles de l'eau et là on retrouve nos idées d'aménagement fondées sur la nature, de perméabilité et de restitution au maximum des prélèvements au milieu naturel. Le fonds vert collectivité, donc un des chapitres, plusieurs chapitres d'ailleurs, finance la restauration écologique et on y trouvera notamment l'axe fonds friches. Réhabilitation des friches. Eau usée, eau pluviale. Eh ben, on y passe. Merci, sans transition. Donc, on a des projets de décret en cours sur la valorisation des eaux, plusieurs textes d'ailleurs. Un décret flanqué de 3 arrêtés. Sur les eaux pluviales, sur les eaux grises, usées, c'est les eaux usées, traitées. Donc, le projet modifie un décret antérieur de 2022 pour simplifier le régime d'autorisation qui permet d'utiliser les eaux usées traitées pour certains usages. Et codifie dans la partie réglementaire les codifie dans le code de l'environnement, partie réglementaire. Codifie aussi une disposition qui concerne les conditions d'utilisation générale des eaux pluviales sans besoin d'autorisation. Donc il est pris dans le cadre du plan eau. Donc le décret préexistant avait un régime d'autorisation pour permettre, au-delà des usages déjà encadrés, là il permet de nouveaux usages sur les eaux traitées. J'en fais pas le détail. Vous avez les références dans le PowerPoint et à l'écran. Donc les principales mesures portent sur la possibilité de fixer par arrêté interministériel les exigences de qualité de l'eau pour chaque type d'usage. La suppression de la limite de 5 ans fixée pour l'autorisation délivrée par le préfet. La suppression de l'obligation pour le bénéficiaire de l'autorisation de transmettre au préfet un rapport annuel. Je vous en parlais, la RE 2020, donc un
un décret en Conseil d'État est à venir pour un objectif de performance sur le bâtiment neuf qui vise à limiter les consommations d'eau potable tout en respectant les contraintes sanitaires. Suivant le type bâtiment, vous avez tous les lots de la RE 2020, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un certain nombre de... il recense tous les différents types de bâtis, les réglementations pour chacune d'elles. Donc on sera bien en logement et en non résidentiel, hein, sur tous les bâtiments neufs. Voilà, maison individuelle, collective, le tertiaire, et avec pour objectif d'actionner les leviers de l'augmentation de la performance hydroéconome des équipements, donc sur les équipements, sur la réutilisation, des eaux de pluie et des eaux grises. Donc on retrouve ce principe et cette ouverture à la réutilisation dans la réglementation environnementale 2020. Là, oui, pour donner quelques infos, le CSTB a planché sur la méthode de calcul avec le CEREMA. La méthodo est en cours de concertation et je crois qu'elle se terminait fin juin, tout récemment. Donc oui, je vous en prie. C'est bien RE 2020 hein, sur la construction. RE 2020, oui. Oui. En fait, limiter les consommations d'eau potable, c'est dans la construction même des logements. Oui. Ouais, c'est pas après dans l'usage. Non. Non, c'est en phase construction, hein, donc en phase conception. Donc d'ici septembre, le ministère va plancher sur la modélisation, l'élaboration des exigences et concerter sur ces propositions d'exigences à l'automne. Sur l'assainissement non collectif, un certain nombre d'expérimentations vont avoir lieu. Donc, en différenciant quand même quelques éléments de définition, on distingue les ovanes noires. Là, rien ne change sur leur traitement. On s'adresse bien aux eaux grises et à la réutilisation des eaux grises. Donc avec un arrêté en cours et notamment via les filtrations par broyat de bois, avec un arrêté avec des conditions techniques. Et les modalités de l'expérimentation, je fais vite. Allez, quelques ressources, vous les aurez sur le PowerPoint et ça vous permettra aussi, si vous le souhaitez, de pouvoir creuser le sujet. Donc le site de l'Adréal, vous trouverez un certain nombre de fiches conseils et de livrets, et plus globalement dans le cadre d'un recueil pour l'adaptation au changement climatique qui va au-delà du sujet de l'eau. Vous y retrouverez un certain nombre de références réglementaires. Voilà, la constitution de la plaquette eau notamment, des jeux de cartes de l'INRA, sur tous ces sujets-là. Voilà, ça c'est le sommaire. Et enfin, vous l'aurez dans le PowerPoint, un petit visuel des différents leviers qu'on peut actionner dans la conception et la construction des bâtiments.
Voilà, je vous remercie de votre attention. Pascal Héran, je suis chef de projet, alors c'est un nom un peu, bon, peu importe, je suis chargé de transformer les cours d'école, des écoles des petits Toulousains en cours Oasis, sachant qu'on a aussi le volet des cours neuves, puisqu'elles vont s'appuyer aussi sur des réalisations, maintenant avec un référentiel qui est différent de ce qu'on pouvait faire par ailleurs. On a des référentiels sur la construction, sur les bâtiments, et notamment sur les équipements publics qui sont très précis, puisqu'on a quand même, on est une ville qui a une démographie assez galopante, donc on a construit beaucoup de groupes scolaires dans les 20 dernières années, énormément. Et par contre, sur tout ce qui était un petit peu cours d'école, qui n'est pas la construction telle qu'on le voit aujourd'hui ce soir, c'est un petit peu indépendant, mais malgré tout, c'est dans la conception générale qu'il faut l'avoir. On avait un référentiel sur les cours d'école qui était un peu laissé à l'abandon et un petit peu à l'initiative des maîtrises d'œuvre dans leur conception. Et maintenant, on est arrivé sur un référentiel beaucoup plus précis, avec des choses beaucoup plus précises sur ce qu'on attend, et qui sont en rapport avec un peu le sujet, même si on n'est pas dans la construction du bâtiment à proprement parler. Donc, je vais axer un petit peu le propos, je vais quand même vous parler de l'aspect général des principes des cours Oasis, parce qu'on ne peut pas résumer ce principe-là sur l'eau, même si c'est l'objet de ce soir. Sinon, on passerait à côté de plein de choses parce que vous allez voir, je suis assez enthousiaste sur ce projet qui comporte beaucoup d'avantages et surtout, et les premiers et ceux qui en tirent le plus de bénéfices, ce sont quand même les enfants. Il y a beaucoup de textes, mais je vais lire uniquement, vous inquiétez pas, je ne vais pas m'amuser à lire ce qu'il y a le contenu, c'est pas ça. Il faut savoir que, en fait, les cours Oasis, ça s'inscrit dans une logique beaucoup plus globale, qui est pas, alors certains pourraient dire c'est un terme à la mode, mais c'est plus que ça, puisqu'en fait, vous allez voir, ça entraîne des modifications de beaucoup de pratiques, et c'est ça qu'il faut retenir. Les cours de récréation, mais bien sûr, elles doivent s'appliquer aussi au changement climatique, on est tous conscients. Moi, un peu moins, parce que mes enfants ont quitté l'école depuis un moment, mais là, je vois qu'il y a des jeunes parents qui doivent être là, donc c'est une préoccupation majeure. Comment font nos enfants pour être dans des cours d'école, quand on sait qu'on a beaucoup de cours d'école qui, malgré tout, ont été un petit peu des parkings, parfois, un peu des parkings. Si on enlève les chariots des supermarchés, on serait pas loin du revêtement avec des cours de récréation qui étaient à 95%. Revêtement enrobé, parce qu'on se disait qu'à une époque c'était quand même le plus facile en termes d'entretien, en termes de... on pouvait mettre les terrains de sport où on voulait, enfin, etc. Donc ça, c'est un petit peu quelque chose qui est maintenant terminé. On s'inscrit véritablement dans le plan climat, dans le plan arbre, puisqu'en fait on bénéficie aussi de l'apport du plan arbre dans les cours de récréation qu'on transforme. On a aussi, bien évidemment, le service des espaces verts qui est revenu un acteur principal de l'aménagement des cours de récréation, alors que parfois on pouvait considérer qu'il était un petit peu une intervention de second ordre quand on travaillait sur des chantiers de construction ou même de l'aménagement d'espaces publics. Pour être tout à fait clair, si on regarde ça pour les plus anciens, la présence d'arbres dans les chantiers, elle était moins importante que la pose d'un algéco pour le chantier qui se mettait au pied de l'arbre. En fait, on travaillait davantage sur le positionnement d'un potelet anti-stationnement que sur le respect de l'arbre qui existait. Il faut se dire que c'était vraiment ça les réalités il y a 20 ans. Et combien de fois on a vu un bâtiment de chantier, une occupation de chantier qui était sur un pied d'arbre et on sait très bien que l'arbre allait en souffrir. Voilà. Tout ça, c'est en train d'être revu largement et je peux en témoigner vraiment. Rapprocher les usagers, alors je vous fais bien dans le global, il faut que nos enfants quand même se rapprochent un petit peu, qu'on les rapproche de la nature. On a bien évidemment des enfants qui ont la chance d'avoir des parents qui tous les week-ends vont les amener un petit peu dans les bois ou ce contact de la nature. Il faut qu'on ait conscience qu'on a plein d'enfants dans nos cités, mais aussi dans nos villes, quand je dis cités, c'est pas péjoratif du tout, qui ne sont pas en contact avec la nature, sauf dans les parcs publics. Donc c'est véritablement un enjeu fort pour nous. Et on sait que les cours qui ont joué les villes et les pays qui ont joué ça, c'est un aspect très important en termes de santé physique et psychique des usagers, et aussi que les enfants, en fait, au contact de cette nature, développent d'autres sens qu'on a perdu un peu. Donc ça, c'est très important. Et vous verrez aussi, repenser les cours aussi aux besoins des enfants dans les cours Oasis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on s'appuie aussi sur ce que demandent les enfants, parce que je vous fais court, je fais toujours cette phrase-là. Bon, c'est enregistré, mais il faut le prendre au second degré. On n'est pas obligé toujours de taper dans le dur. Donc prenons au second degré. Nos enfants voulaient se cacher. Bon, on leur disait non,
pas d'enfants qui se cachent dans la cour de récréation, je veux voir tout le monde. On veut sauter, non, vous sautez pas, ça fait du bruit. On veut se cacher non plus. Enfin, on veut gratter la terre, non, vous grattez pas la terre, vous allez vous salir. Ce soir, maman ou papa va pas être content, vous allez être sale, etc. Vous voyez? Donc, il faut que nous, on revienne un peu à l'essentiel. Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir dans leur cour de récréation, sachant que, je vous rappelle, si nos générations, ma génération, on était dans l'école, on avait souvent des parents qui revenaient nous chercher entre midi et 2 pour manger à la maison. On partait très tôt le soir parce que voilà, il faut savoir qu'on a des enfants, ils ont des horaires d'école, comme nous, on a des horaires de bureau. Et pour le secteur qui ne sont pas avec des horaires fiers, eh bien, ça veut dire qu'ils se tapent des journées d'école très importantes. Hein. Ils y sont le matin 8h jusqu'à 17h, 18h et en continu. Hein. Avant, on avait 30 ou 40% des enfants qui mangeaient en cantine. Maintenant, on est sur des taux à 90%. Il faut avoir ça en tête. Donc, ça veut dire qu'entre midi et 2, ils y sont dans les cours de récréation. C'est pour ça que je donnais ce chiffre. Et le retour très positif de ces cours, donc c'est pas de l'auto-satisfaction, hein, on va se baser sur des enquêtes, etc. C'est qu'on a, sur celles qu'on a testées en grandeur réelle, et là je vous parle des cours qu'on a transformés, pas des cours qu'on construit, hein, des cours qu'on a transformés, on est arrivé sur une situation donnée, on transforme la cour, on a véritablement un constat de beaucoup moins de tension dans les cours de récréation, on a un constat où le climat scolaire est apaisé, où on a beaucoup moins de bruit. Et donc, et vous allez voir, et on a beaucoup moins d'enfants aussi, et d'enfants qui s'ennuient. Et puis, pour aller jusqu'au bout, on a une cour qu'on appelle une cour pour tous, c'est-à-dire qu'une cour qui est beaucoup moins genrée. Alors vous allez me dire, il parle de tout ça, ça n'a rien à voir avec l'eau, mais on y vient, vous allez voir, il y a aussi ça. Je vous rappelle simplement quelques principes qu'on met en place sur les cours Oasis, parce que vous verrez que ces principes, en fait, induisent une autre façon de gérer l'eau. C'est pour ça que j'en ai parlé. Premièrement, tous les arbres, quand on intervient sur une cour d'école, tous les arbres, en fait, tout le patrimoine arboré existant doit être protégé et, si on peut, mis en valeur. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire, on va enlever tous les enrobés qui sont au pied d'arbres. On a été les champions pendant des années. On a mis des arbres et puis on a mis de l'enrobé autour. Donc, on était certain d'une chose, c'est que l'arbre allait être malheureux. Donc ça, c'était très bien, hein, parce qu'on savait qu'il n'allait pas grandir beaucoup, parce que l'arbre a besoin de respirer. Donc, systématiquement, quand on intervient, vous voyez, on fait des aménagements comme ça qui peuvent vous paraître un peu, mais c'est des aménagements où en fait en dessous il faut se dire qu'il n'y a plus d'enrobés. Et c'est de la terre naturelle. Du coup l'eau s'infiltre, on revient sur ces mêmes thématiques. Et en même temps que ça infiltre, ça devient un terrain de jeu pour les enfants, une scène, etc. Vous voyez, c'est une logique d'ensemble. Et du coup en fait tout le monde est gagnant sur ces aspects-là. Et c'est surtout aussi l'eau de pluie qui retrouve un peu la proximité avec ces végétaux qu'elle avait parfois perdus. Dans les autres principes, et vous allez voir qu'on revient là-dessus, parce que c'est véritablement la désimperméabilisation des sols qui est en œuvre là-dessus, mais avec des aspects pédagogiques très forts. Quand on intervient sur une cour, je vous rappelle, c'est des transformations de cours, mais c'est aussi le référentiel sur les cours neuves, on intervient sur 3 zones. Il y a une zone obligatoire de jeu actif, c'est-à-dire la zone où vous avez des terrains de sport, et bien évidemment, cette zone-là, on n'y touche pas. On la laisse, on peut la réduire, ça nous arrive de la réduire de façon conséquente, mais on essaye. On ne touche pas l'enrobé, en fait. On ne va pas s'amuser à dépenser de l'argent sur les endroits qui ne sont pas utiles, parce que de toute façon, c'est comme ça, etc. On maintient aussi une zone en enrobé autour des bâtiments pour qu'on ait l'accessibilité pompier, etc. Mais on impose dans nos concertations avec les écoles qu'on va créer quand même 30%, où on va défoncer le sol de 30%, c'est-à-dire on va désimperméabiliser le sol sur 30% de la cour. Et ne croyez pas, ces 30%, c'est un chiffre qui est plus important qu'on ne croit, parce qu'en fait, vous verrez, si vous enlevez 30% de votre espace de vie et que vous le modifiez complètement, ça modifie énormément votre espace dans lequel vous allez vivre. Et nous, on a vraiment des chiffres. Dans ces trois zones, on a une zone nudie où on enlève le sol et où on va mettre des jeux. On va diversifier l'activité des enfants, donc on va mettre des jeux en bois avec des parcours d'agilité, avec des cabanes, etc. Et là, bien évidemment, comme il y a des risques de chute, il faut qu'on ait un sol souple, et bien évidemment le choix a été fait de ne pas mettre des sols chimiques, mais bien des sols naturels avec des copeaux de bois. Donc ça, c'est la fameuse nouveauté un petit peu qui met à mal. Les parents sont inquiets, ils vont tomber sur des copeaux de bois. Est-ce qu'il y a des risques? On touche du bois. Pour le moment, on n'a eu à relever aucun accident. On a quelques champignons qui ont poussé avec les pluies d'été. Bon, ça, on est inquiété parce que tout le monde nous dit mais il y a des champignons, ce qui est normal.
quand on a un bois, c'est même si c'est des copeaux, il vit, bon, voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'on s'adapte. Néanmoins, vous comprenez bien que l'eau de pluie s'infiltre, ça c'est bien. Et la troisième zone, c'est qu'on va traduire cet aménagement de cours de récréation, avec un paysagiste, en fait, on introduit du paysage. Et en introduisant du paysage, vous imaginez bien qu'on ne va pas introduire de l'enrobé, on introduit de la nature, de la pleine terre, on introduit des copeaux de bois, on peut introduire de l'herbe aussi. Sachant que quand même, on a quand même, vous le savez bien, 300 enfants qui galopent sur 150 mètres carrés d'herbe, je vous mets au défi de la maintenir, l'herbe. Donc il faut qu'on ait toute proportion gardée. Néanmoins, ce que je dis aussi souvent, c'est que si on rajoute 10 arbres dans une cour d'école, c'est pas important, mais sur les 10 arbres, c'est 300 enfants qui sont dessous. Alors que sur un arbre qu'on mettrait à la campagne, ça se trouve, il y a un promeneur avec son chien une fois tous les 3 jours. Voilà, donc ça veut dire que c'est un impact important. Je vous donne simplement, vous le voyez, mais vous aurez l'occasion donc de voir. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette transformation-là, par rapport à notre débat de ce soir, en fait, elle a interrogé tous les acteurs parce que on a un groupe projet, si vous voulez, où il y a le service de l'architecture qui est invité, le service des espaces verts, le service de l'environnement, le service du cycle de l'eau, le service de l'éducation. Donc ça veut dire qu'on a été obligé de se réunir pendant 1 an et demi pour modifier nos pratiques à nous. Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, on a beau, des fois, on est tous installés en se disant, bon, mais nos pratiques, elles sont au goût du jour, tout ça, mais quand on est poussé dans nos derniers retranchements, et notamment aussi de la demande de certains enfants ou de certains enseignants, ou de certaines réglementations, ben on s'aperçoit que nos pratiques, on a tendance à dire non, c'est pas possible, quoi. Donc on s'est réunis pendant 1 an pour essayer de dire jusqu'où on peut pousser les curseurs, etc. Donc, vous voyez, tout simplement, les photos, bon, c'est peut-être pas très clair, mais voyez, on part de cours comme vous avez ici, où vous avez un magnifique terrain de basket avec un terrain de hand tout en enrobé, et on arrive à faire des modifications complètement de 300 à 400 mètres carrés, où véritablement on arrive dans des jeux en bois avec des copeaux, et aucun revêtement de trucs. Vous le voyez ici sur l'école. Ici, vous êtes sur l'école Anatole France, qui est pas loin d'ici. Ici, vous êtes sur l'école de Saint-Simon, Paul Bert. Et ça donne ce genre de résultat, vous voyez, où véritablement, et comme ce n'est pas le sujet, mais vous imaginez bien que le fait que ce soit un sol naturel, le fait que l'eau de pluie s'infiltre, ça veut dire qu'on a un rafraîchissement très fort de la cour, qui ne se mesure pas encore quantitativement, parce que vous avez bien vu, vous comprenez bien que les arbres qu'on va mettre aujourd'hui, quand on a fait travailler les enfants, je vous donne une anecdote par rapport à la taille de l'arbre, mais les enfants, quand on leur a dit qu'on allait mettre des arbres dans leur cour de récréation, on leur a dit quel était votre cour idéal. C'était super, vraiment il fallait voir les dessins. Parce que le dessin, un enfant, quand on lui dit on plante un arbre, c'est un arbre bicentenaire, qui peut supporter un château, qui lui va être relié par un pont-levis à l'arbre d'après. Donc nous, il a fallu gentiment qu'on fasse profil bas pour dire, écoutez, on ne sait pas d'abord les vieux arbres, on ne peut pas les replanter, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que c'est pas efficace et c'est pas bon pour l'arbre et souvent ils n'arrivent pas à survivre. Mais effectivement, on a dû leur expliquer qu'on allait faire le maximum, mais par contre, un château sur les arbres qu'on allait mettre, ils allaient être un peu trop fragiles. Mais voyez, mais peu importe, ça a mené des débats, ça a mené d'autres trucs, et on s'est trouvé face à des choses quand même où on s'en a bien compris que en fait, contrairement à nous, peut-être qu'ils sont plus près qu'on ne croit. En tout cas, ils sont plus près que nous au changement qu'ils attendent. Ça, il n'y a aucun souci, je peux en témoigner. Si je vous donne quelques chiffres pour qu'on sorte donc du coup, vous voyez, bon, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais sur 5 cours de récréation, on a désimperméabilisé 3000 m², c'est pas neutre. On peut vous dire que c'est pas neutre. Ça veut dire qu'il y a 30% de la surface de la cour qui n'est plus comme elle était auparavant, en enrobé. Et les cours qu'on va faire, on va faire 7 cours cet été. Là, on est en train d'attaquer, dès qu'ils partent, on attaque les travaux parce qu'on est un peu à la bourre. Il y a beaucoup de travail à faire. On est sur 7000 m² qu'on va déminéraliser cet été aussi dans 7 cours d'école qu'on fait cet été. Et comme l'an prochain, il y aura encore 7 cours, voire un peu plus, petit à petit, on arrive à des chiffres qui vont être importants. Non seulement on passe dans les déminéralisations, c'est-à-dire on a des cours qui passent de 4% de sol en naturel, ils vont passer à 30% et 13% à 30%. Donc on est véritablement sur des chiffres importants. Et on amène beaucoup plus de végétalisation puisqu'on double quasiment les nombres d'arbres dans les écoles. On amène des arbustes, etc. On est en train, et parallèlement à ça, on fait des ateliers de pédagogie pour essayer d'amener le respect de l'arbre, le cycle de l'eau, etc. Toutes ces questions-là qui sont au cœur de nos préoccupations. Alors bien évidemment,
Sur le débat de ce soir, je ne suis pas venu pour vous dire on est les grands experts du cycle de l'eau et de l'économie. C'est pas vrai. Hein. On est un sujet. On a été raccroché, on est content, nous on est venus, mais on n'est peut-être pas l'élément fondamental de cette question-là. Néanmoins, on peut dire quand même que si on laisse l'eau de pluie s'infiltrer davantage, il faut qu'on ait conscience quand même que le sol naturel il a besoin d'eau. Hein, il faut quand même. Ça paraît simple, mais il faut le savoir. Donc réfléchissons à essayer de plus maximum de ne pas avoir d'imperméabilisation des sols. Vivre et la végétation de se développer, ça c'est important. Hein, ce que je vous expliquais, si on libère les arbres de l'enrobé, ils vont être peut-être mieux et grandir plus et faire plus d'ombre pour nos enfants. Elle permet de gérer davantage l'eau de pluie à la parcelle parce que avec ces surfaces-là, on est véritablement sur la récolte d'eau, donc on le déconnecte du réseau, hein, ça c'est important. Cette zone-là, elle s'infiltre et elle reste dans le sol. L'infiltration d'eau, n'oublions pas qu'elle rafraîchit aussi la cour de récréation, elle rafraîchit le bâtiment, puisqu'il n'y a pas d'effet aussi de réchauffement, puisqu'on accumule les degrés hein, quand on a 5-6 jours de... Voilà, ça c'est important. Et l'évapotranspiration des arbres, si l'arbre il est sec, il évapore rien du tout, le pauvre. Hein. Ça, c'est bien important, donc de l'avoir en tête. Et le nivellement des zones imperméables, c'est-à-dire que dans les référentiels qu'on est dans les groupes scolaires aujourd'hui et dans les cours qu'on fait, on essaye de dire tout simplement, calculons des pentes pour que l'eau, au lieu de partir dans les réseaux, elle aille directement. Je vous dis tout ça, ça paraît vraiment, je comprends que ça puisse vous paraître bête, mais quand on le dit et si on le fait, c'est encore mieux, parce que des fois on le dit et on ne le fait pas. Et puis alors par contre, là le monsieur de l'Adréal n'est pas là, la récupération de l'eau de pluie dans les groupes scolaires, c'est quelque chose qui est demandé par les parents beaucoup, mais ça sachez que nous on est bloqué là-dessus parce qu'on a des réglementations là-dessus en termes sanitaires où en fait pour le moment on n'a pas l'autorisation de le faire parce qu'on est dans un milieu très sensible. Voilà. Donc ce que je veux dire, et j'en finis, parce que je ne veux pas vous... c'est que la désimperméabilisation des sols, c'est même plus un débat, puisque la direction nous est montrée, on y va, c'est fini, on ne reviendra plus en arrière. La pratique, les acteurs, honnêtement, les pratiques d'aujourd'hui, elles seront plus celles d'hier. Hein, il faut être clairement, ceux qui veulent freiner tout ça, ils se trompent de combat, il faudrait mieux de réfléchir comment ils pourraient bosser. Par contre, ce qu'on doit dire, c'est que la réglementation, encore, elle est à venir, surtout sur des établissements sensibles sur lesquels je travaille, j'ai la chance de travailler. Donc voilà, c'était juste pour vous faire une petite synthèse en essayant de parler un petit peu du cycle de l'eau, mais voilà ce que je voulais vous présenter. Ma question porte sur le futur en fait. Quand vous faites des plantations, quand vous mettez, donc quand vous désimperméabilisez ces cours d'école, est-ce que vous pensez au futur, c'est-à-dire au futur de la gestion de l'eau, de la rareté de l'eau par rapport à l'arrosage, par rapport aux plantes, et aussi de la nature des plantes par rapport au futur probablement plus chaud et plus sec que nous aurons, quoi. Et là, comment ça se passe? Parce qu'il y a une transition aussi. Tout à fait. Les arbres, les essences qui vivent aujourd'hui, elles auront peut-être un peu plus de mal demain. Et celles de demain ont un peu plus de mal encore à vivre aujourd'hui, quoi, parce qu'il fait froid l'hiver quand même. Tout à fait. Alors ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, nous tous, dans nos pratiques, on s'améliore. Hein. Et moi, je peux témoigner aussi que le service des espaces verts est en train de devenir professionnel sur des aspects vraiment importants. On a vraiment affaire maintenant à des spécialistes. Donc la charte, sur le plan arbre et tout ça, les essences d'arbres maintenant sont véritablement regardées au profil de l'évolution du climat. Donc en fait, on a certains arbres qu'on plantait il y a 10-15 ans qui maintenant, on sait très bien qu'on ne plantera plus. Bon, il y a bien sûr tous les arbres qui sont susceptibles d'entraîner des soucis avec les enfants. Bon, ça bien sûr, ceux-là, ils ont été éliminés depuis bien longtemps, hein, pour les allergies et compagnie. Mais maintenant, tous ces arbres-là qui doivent s'adapter aux évolutions climatiques, c'est véritablement une évolution très importante là-dessus, puisqu'on ne met plus n'importe quoi comme arbre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va réussir les plantations. Alors je reviens à votre question. Effectivement, dans cette transformation, la critique qu'on pourrait nous faire, c'est que cette transformation-là ne s'accompagne pas nécessairement avec une alimentation en eau de ces nouveaux végétaux. C'est vrai. Sauf que en plantant des arbres, on a des conventions d'arrosage pendant 5-6 ans qui est à peu près c'est un arbre, en fait, il a besoin vraiment beaucoup d'eau pendant 5 ans avant qu'il soit un petit peu en autonomie. Le pari qu'on fait, c'est se dire pas sur les cours neuves où on peut avoir une réflexion, parce que vous avez compris que les cours neuves, on peut faire des réseaux particuliers, avoir une réflexion sur le réseau. Mais la transformation des cours, si c'est pour éventrer toutes les cours et refaire tout à neuf, c'est plus une transformation, on l'a fait neuve. Si on intervient partiellement, c'est avec une autre logique. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire en sorte que ces arbres-là, on les positionne au bon endroit, on sait qu'on a des essences particulières et que l'infiltration naturelle de l'eau, et demain, je ne désespère pas qu'on puisse récupérer les eaux pour pouvoir arroser ces plats. Maintenant,
c'est effectivement un pari qu'on va jouer, mais je crois que l'enjeu, ça serait plus important dans 5 ans de changer 3 ou 4 arbres qu'on aurait mal positionnés ou mal choisis, plutôt que continuer à avoir ces cours tels qu'on les a aujourd'hui, où on a des arbres. Pour être tout à fait clair, mais je fais le procès des personnes, parce qu'on y était tous là-dedans. On a des arbres qui n'ont pas bougé depuis qu'ils ont été plantés dans des cours d'école. Mais pas que des cours d'école, des places publiques. Moi je crois qu'on a une logique d'implantation des arbres qui était une logique d'aménagement structuré, avec une place ordonnancée, etc., une logique comme ça, et pas nécessairement se dire, est-ce que ce qu'on voudrait faire, c'est plutôt une école avec un parc public en partie, plutôt qu'une place publique très minéralisée. Voilà. Alors peut-être qu'effectivement, avec les questions de l'eau, mais on espère. Et on est en train de travailler avec les enfants pour que l'arrosage se fasse aussi dans le sein de l'école, puisqu'on est en train de plus en plus à avoir ce système d'entretien par les enfants. Les copeaux de bois, on nous a tous dit, vous allez avoir des copeaux de bois dans tout Toulouse. C'était arrêté, quoi. Oui, les enfants vont partir avec copeaux de bois dans les poches. Eh bien, mes enfants, ils partaient avec des marrons dans les poches. Maintenant, ils partiront avec des copeaux. Mais mon fils, il n'a pas ramené des marrons jusqu'à 20 ans. Il s'est arrêté à un moment donné. Je veux dire, il faut... Vous voyez, c'est vrai, à 20 ans, on ne peut pas accepter qu'il ramène des copeaux, quoi. Donc ça se fait naturellement. Tout ça pour dire qu'en fait, vous voyez, on est dans nos pratiques qui vont évoluer. On fait sûrement des erreurs, j'en suis certain, mais je pense qu'on prend la bonne direction. Et j'espère que ces petits arbres-là, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas être... je ne vais pas mentir, les arbres qu'on plante, ça ne leur fait pas beaucoup d'ombre, ces pauvres petits. Néanmoins, ils sont dans un environnement qui est beaucoup plus... On plante quand même parfois 1000 arbustes dans la cour d'école. On plante 15 arbres, certes, mais on plante 1000 arbustes, on plante 350 vivaces. Donc on modifie véritablement la perception qu'ils ont. Et comme on l'accompagne de visites d'essais, qu'on accompagne d'ateliers pédagogiques avec l'équipe enseignante, parce qu'il y a un gros travail de co-conception. Eh on espère que tout ça fera nos petits citoyens de demain, nos éco-citoyens, et on y croit beaucoup, quoi. Bonjour à toutes et à tous, merci Envirobot pour l'invitation. Alors nous, on est une SCOP créée il y a maintenant presque 10 ans. On est aujourd'hui 10 employés et on est aussi entreprise d'insertion. On est situé à Montpellier et on a décidé, alors moi je revenais de l'international et avec un ami d'enfance, là on a décidé d'ouvrir ça avec le constat qu'il y avait des toilettes sèches sur les sites isolés et dans les festivals. Et on s'est dit le milieu urbain était complètement délaissé de cette question-là et ce serait intéressant de s'y pencher. Et donc on a décidé de rentrer sur ce montage de filière et on est démarré un peu de zéro, même si en Suède ils ont 20 ans d'avance sur le sujet. En France, c'était vraiment, il y avait pas grand-chose. Et du coup, on s'est penché sur l'ensemble des aspects du problème, autant sur la création de toilettes qui soient acceptables. J'en parlerai souvent. L'acceptabilité sur les toilettes sèches, c'est vraiment une grosse question pour nous, au-delà du réglementaire et du fonctionnel. Que ce soit des choses techniquement viables. Il y avait tout un côté sensibilisation qui va avec. Et puis derrière, c'est comment on crée des services. Alors, je peux vous démarrer tout de suite le schéma utopiste qu'on a, c'est de faire des ceintures maraîchères périurbaines qui sont alimentées uniquement avec donc des engrais qui sont issus des urines de la ville, et de cette manière-là, la ville n'aurait plus besoin d'importer des engrais, quoi. Donc c'est un peu ça le schéma idéal. Et derrière, donc il y a toute une recherche sur la valorisation des engrais, principalement de l'urine, sur lesquels on a travaillé. Donc là, c'est quelques exemples un peu pour vous montrer de ce à quoi ça ressemble. Alors, on était à la COP21. Vous voyez, quand je vous parlais d'acceptabilité, on a essayé de travailler beaucoup sur les designs des toilettes qu'on propose, et notamment sur les technologies, d'essayer de sortir un peu du vieux, de l'imaginaire qu'on a par rapport à la sciure ou du truc du fond du jardin de nos grands-parents à la campagne. Donc là, on est à la mairie de Paris. On a fait les premières toilettes sèches sur la place de la Concorde pour l'arrivée du Tour de France. On a fait des urinoirs féminins et on a fait des toilettes urbaines un peu. Donc on a démarré à Paris. Voilà la tête qu'elles ont. Alors l'idée c'était de remplacer un peu la JC Déco, la sanisette à lavage automatique qui consomme 1 mètre cube par jour, qui du coup nécessite des gros raccordements et voilà. Donc c'était sur l'urbain. On a lancé plein de cannes à pêche, autant dans le bâtiment, je vais vous le présenter après, que dans les
dans les zones plutôt publiques, dans les toilettes publiques. Et cette toilette-là, celle que vous voyez en haut à gauche et en bas à gauche. Alors en haut à gauche, on est dans le 13e arrondissement à Paris. Là, on est sur les quais du Rhône à Lyon. Si vous y allez prochainement, vous les verrez. Elles sont entièrement autonomes et c'est une technologie que je vous présenterai après. Mais on remplace le lavage automatique par un passage d'un agent en insertion ou pas d'ailleurs, mais à vélo 3 fois par jour. Et on a une propreté qui est tout à fait satisfaisante. On a une partie des urines qui est valorisée sur le végétal qui est au-dessus, mais bon, c'est anecdotique. Là, vous avez nos toilettes de festival. Quand je vous parlais d'acceptabilité, d'amener des toilettes sèches, alors on change le nom, on appelle ça plutôt des toilettes sans eau. Et faut vraiment, pour changer cet imaginaire-là, on met des LED de lumière et tout. Et c'est on est assez fiers quand dans les festivals, les gens mais c'est des toilettes du futur, de l'espace. Bon. Voilà. En bas à droite, je vous en parlerai aussi après. Donc c'est plutôt là sur l'intérêt de parler des toilettes sèches. C'est aussi de séparer les flux à l'intérieur du bâti et de considérer, en fait, on fait souvent l'analogie aux déchets solides. Tout le monde comprend bien que si on met l'aluminium d'un côté, le verre de l'autre, le fermenticible, et le carton, en fait il y a des filières de valorisation qui sont beaucoup plus faciles derrière. On considère que c'est pareil dans la maison. C'est vraiment dommage de mettre une eau de douche qui est 70 litres d'eau, qui est quasiment pas polluée, il y a 3 bouts de savon et 2 poils, avec des matières fécales ou des urines. Et donc nous, on préconise la séparation de ces 3 flux en vue de leur valorisation. Et une des valorisations sur lesquelles on travaille énormément, c'est la végétalisation grâce à ces eaux grises en ville et qui permettrait un rafraîchissement de la ville. Donc ça, c'est un de nos produits phares de festival, qui s'installe très rapidement. Et donc c'est une remorque aujourd'hui. On fait tout le festival d'Avignon avec. On en a 2. On est assez content cette année. Ça c'est une autre innovation sur laquelle on a travaillé. C'est des urinoirs féminins qui sont dans alors c'est surtout la ville de Lyon qui nous en a pris une dizaine. C'est des urinoirs féminins urbains. Voilà, ça on était les premiers un peu à les mettre. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns aussi sur Paris. Il y a différents designs et je vous invite, si vous passez sur les quais du Rhône un jour, vous pourrez les utiliser. Alors, la technologie qu'on utilise, elle est assez particulière pour différentes raisons. Mais comme je vous dis, sur l'acceptabilité et sur la gestion d'un service derrière, il fallait qu'on passe un peu à autre chose que la sciure où on met tout dedans, un peu de sciure. Et donc, pour nous, la clé, c'est la séparation. On a une technologie qui est apparue. Alors, c'est un vieux truc dans les mines. C'est connu pour séparer le liquide et le solide. C'est un tapis roulant incliné. Et alors, il y en a d'autres que je vais pas forcément vous présenter, mais je rajouterai dans la présentation peut-être pour que vous en ayez l'information. Mais c'est quelque chose qui a été développé dans les Alpes sur les gîtes et sur les refuges depuis une trentaine d'années. C'est Sanisphère qui a démarré. Aujourd'hui, c'est Ecodomeo l'entreprise, et ça permet, vous voyez, d'avoir quand on arrive devant, en fait. Alors pour l'expérience utilisateur, il y a quasiment aucune différence, à part que voir de l'eau, on a un tapis qui est noir, qui est raclé. Il y a 2 racleurs ici qui vont permettre d'envoyer les urines par gravité d'un côté et les matières fécales ici vont rentrer dans une réserve qui est derrière. Ça permet plusieurs choses. C'est que, donc je vous dis, pour l'utilisateur, clairement, il arrive, on peut récupérer les urines des hommes même s'ils sont en position debout, alors qu'il y a d'autres technologies avec une petite demi-lune ici qui va récupérer les urines féminines quand elles sont assises, mais de faire asseoir les hommes, on a décidé de lâcher cet objectif-là qui était et donc, vous voyez, quand vous arrivez, on a un tapis qui est le racleur marche très bien, et pour s'affranchir de la sciure, on a un flux d'air qui va être en continu comme ça et qui va rentrer dans la zone technique et qui va en fait, dans le cas du bâtiment, va être pris dans la prise de VMC. Donc à la différence de la prise VMC où vous avez les odeurs qui viennent de la cuvette, qui passent par votre nez et qui vont au plafond, et là il y a carrément moins d'odeurs que dans des toilettes classiques à eau puisque le flux d'air va rentrer à l'intérieur. On a alors ça c'est sur l'expérience utilisateur. On a même mis une chasse. Il y en a des modèles à pédale, mais il y a un modèle où on appuie sur le bouton, donc on a vraiment quasiment rien changé à part qu'avoir de l'eau. On a un tapis noir et sur la gestion de séparer les flux, en fait ça change tout.
Parce que donc sur le quantitatif, les liquides, on est sur 1 litre par personne par jour, donc on est entre 400 et 500 litres par an, par personne. Les matières fécales, quant à elles, c'est plutôt autour de entre 15 et 25 litres une fois que c'est un peu desséché. Et du coup, on a un rapport x20 qui fait que si on a des urines qui sont séparées et qui sont des liquides et qu'on peut pomper, bah c'est beaucoup plus facile. Donc on fait les premiers bâtiments qu'on a installés. Alors je vous en parlerai plus tard, mais le plus emblématique, qui est une belle référence pour nous, parce qu'on a mis longtemps à l'avoir, c'est un bâtiment à Dol de Bretagne, où là il y a 70 habitants sur 30 logements, sur 3 étages, et c'est ce modèle-là qu'on a installé. Donc vous voyez le tapis roulant, l'urine qui part. On a mis une marche parce que derrière c'est une pyramide, et donc une pyramide, bah, si on la lève de 10 cm, on multiplie le volume par 2, et on a réussi à atteindre. Alors c'est là que vous allez voir, en plus de pas avoir des toilettes à sciure où la personne qui arrive, elle voit ce qu'a fait l'autre d'avant, enfin il y a de la sciure, enfin c'est compliqué la sciure, et on a réussi à passer une famille de 5 avec des toilettes à sciure. Globalement la vidange c'est 2 à 3 fois par semaine, donc de prendre son seau, d'aller dans le jardin. Là on est passé à 1 fois tous les 4 mois, donc on est encore puisque le maître d'ouvrage nous a demandé de faire quelque chose de réversible, de rétrofit, on est encore sur quelque chose où il faut rentrer dans le bâti, il faut rentrer chez les gens pour vider la réserve 1 fois tous les 4 mois, mais on reste dans quelque chose qui est infiniment moins contraignant que 3 fois par semaine, quoi. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est dans des crèches à Bordeaux, ça c'est dans un restaurant à Paris, le 211, qui fait 500 couverts jour, et ça c'est le modèle de Dol de Bretagne qu'on a encore amélioré depuis. Donc vous voyez, avec cette marche on a une hauteur de chute, et là c'est une réserve, il y a que le papier et les matières fécales, et vous voyez la VMC du plafond qui est connectée ici sur un bac. Donc on a une double fermeture, et puis on a un aspect qu'on a essayé de faire le plus hygiénique, en tout cas le plus acceptable possible. Ça marche plutôt très bien, donc on est content. Bon, il y a une petite vidéo que vous pourrez voir sur notre site. On a fait des documents techniques et on essaye là, avec le réseau d'assainissement écologique, d'avoir un emploi qui est dédié uniquement à l'accompagnement de tous les projets, que ce soit des architectes, des maîtres d'ouvrage, alors clairement notre cheval de Troie c'est les habitats participatifs. On n'a pas réussi encore à convaincre des grands promoteurs ou des services publics de changer complètement. Il y a quelques cas isolés d'une école dans le Gers qui est passée en toilette sèche, et il y a un gros dossier qui est pour ceux qui connaissent peut-être un peu les projets parisiens, qui est la rénovation de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Il y avait les grands voisins, et donc là ils ont, je crois que c'est 130 logements où la mairie de Paris a imposé la récupération des urines. Et du coup, alors pour nous c'était incroyable que les élus acceptent de tordre le bras des promoteurs de cette manière-là. Et du coup c'est une techno qui reste des toilettes à eau, mais qui récupère l'urine sur le devant du trône. En tout cas, ça crée une filière, ça crée une référence énorme, et on en est très heureux. Donc vous aurez plein de docs sur le et ça c'est le rapport de l'auberge de Dol de Bretagne. Donc vous voyez, c'est ici que ça se passe. On a toute une descente c'est la diapo d'après si vous voulez voir. Donc en fait on a récupéré les urines dans la gaine technique. Donc c'est vraiment tout bête, hein. C'est la seule chose qu'on a faite. Alors il y a le bac qui est un peu contraignant en termes d'espace à l'intérieur du bâti, mais derrière les urines, c'est un tuyau qu'on a rajouté de 80 dans la gaine technique. C'était très simple, et la réserve prend seulement une place de parking dans les cas où il y avait un parking, et qui est dans une cuve comme ça enterrée, dans les cas où c'était enterré, puis il y a une nappe affleurante, donc fallait un peu la lester. Au final, la cuve et les tuyaux, je crois qu'ils ont fait le calcul, les architectes, ça a rajouté 2 € au mètre carré, sur un mètre carré à 2800 €, je crois, dans ce coin-là. Donc c'est vraiment l'épaisseur du trait. Les trônes, on a eu la chance, pour l'instant c'est encore assez nouveau pour se faire financer par les agences de l'eau et les régions localement. Tous les projets qu'on a en cours, donc aujourd'hui on en est à 6 ou 7 projets dans des restaurants, dans des crèches, on a quasiment tous réussi à les faire financer par l'agence de l'eau. Voilà, je vous le dis si vous en avez un sous le coude. Bon, ça, je vous laisserai les lire. On a fait tout un guide un peu technique sur les prescriptions. Il faut un petit peu plus de pente, il faut mettre des vannes un peu partout. En fait, l'urine, il y a des dépôts qui se forment.
naturellement, et du coup il faut mettre des vannes pour pouvoir remplir le réseau. Aujourd'hui on n'a pas assez de retours, donc on met plein de prescriptions, mais en vérité comme ça fait seulement 1 ou 2 ans que c'est en route, on n'a pas vraiment de retour d'expérience sur 5-10 ans. Du coup on fait un peu ceinture bretelle pour l'instant, et puis au fil de l'eau, au fil du temps, on arrivera peut-être à réduire les préconisations, quoi. Donc comme je disais, c'est vraiment l'habitat participatif sur lequel on arrive à les convaincre. Globalement, les 3 là qui vont passer en toilettes sèches, notamment, on a réussi à les convaincre par le fait de leur faire tester. Et dans les 3 cas, on a équipé le tiers-lieu dans lequel ils se réunissaient. Et c'est ça qui a été la clé. 2 toilettes sèches. Et du coup, tout le monde pouvait les utiliser, parce que je peux faire des PowerPoint pendant 8 heures. Il y a un truc psychologique avec les toilettes sèches qui font que c'est comme les couches lavables, ou je pense qu'il y a des étapes dans l'écologie comme ça. Si on les essaye pas, on peut pas être convaincu, quoi. Et donc, c'est dans les 3 cas, c'est ça qui a permis. Et puis, enfin, voilà. Ça permet, on a quand même besoin d'avoir tout le monde qui est embarqué dans l'affaire, même si j'espère qu'un jour ce sera normal qu'un promoteur dise bah non, c'est des toilettes sèches, en fait c'est imposé, même le bâtiment vaut plus cher, parce que en 2027 c'est super classe d'avoir des toilettes sèches chez soi. Bon. Donc je disais, les agences de l'eau, on a clairement un problème d'équation économique aujourd'hui, vu que c'est des petits volumes et que les trônes sont quand même assez chers. Vous allez économiser 50 € d'eau par an, et donc on va investir entre 2005 et 3005 par trône. Il y a clairement pas d'équation économique derrière. Va falloir payer quelqu'un qui vient tous les 5 mètres cubes venir recycler de l'urine. Faut comparer ça au paradigme du tout à l'égout, qu'on a payé pendant 100 ans tous, avec donc aujourd'hui nous on doit créer une filière de zéro avec nos petits sous, comparé à un truc où il y a eu des investissements pharaoniques depuis des années que tout le monde a payé, quoi. Donc c'est mais bon, heureusement encore une fois les agences de l'eau, les régions et l'ADEME jouent le jeu, quoi. Je vous fais très rapidement mais un petit peu de théorie pour comprendre quand même le cycle de l'azote dans lequel on vit en France, surtout que vous y êtes touché avec l'usine AZF. Ici, le cycle de l'azote, c'est globalement depuis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a développé un procédé qui s'appelle Haber-Bosch, qui permet de récupérer l'azote de l'air. Globalement, c'est pour 1 tonne d'ammonitrate, c'est 1 tonne d'équivalent pétrole. C'est extrêmement énergivore, et c'est fait dans les pays en général qui ont du gaz naturel. On va créer ça donc dans les pays qui ont du gaz naturel. La dernière usine, en France, c'était AZF. Je crois qu'il y en a une à Dunkerque, mais c'est quasiment, il y en a plus. Et donc on importe 100% des engrais azotés en France, qui est l'ingrédient principal dans l'agriculture. Il y a azote, phosphore, potassium, c'est NPK. Et donc on va amener ça par du transport. Vous voyez ici, vous avez des chiffres, c'est quelqu'un qui a fait un peu une comptabilité de ce qui se passe à l'intérieur du bâti. Et donc, on va emmener 14 kilos d'azote par personne et par an dans nos champs. Ce qui arrive, c'est un peu surfertilisé. Du coup, ce qui arrive chez nous en nourriture, c'est 7 kilos d'azote. Et on a l'impression que en faisant notre compost dans le jardin, on va fermer le cycle de la vie, ou en tout cas des matières organiques. On voit ici que on a 1/3 qui est effectivement dans les biodéchets, et on a 2/3 qui est dans l'urine. Donc en fait, la majeure partie des engrais, ils partent dans nos tuyaux, de ce qui sort, ce qui va derrière polluer les milieux aquatiques, mais après être passé par une usine de traitement. L'usine de traitement, elle fait exactement le contraire de ce que faisait l'usine d'ammonitrate dans les pays où il y a du gaz. Elle va consommer 1 tonne d'équivalent pétrole pour changer l'azote qui est à l'intérieur de l'urine en azote de l'air. Donc on a dépensé de l'énergie en amont, c'est un truc complètement linéaire, et on va dépenser de l'énergie en aval pour le ressortir. La moitié du coût d'exploitation d'une station d'épuration, c'est le traitement de l'azote. Et l'azote, il y a 80% de l'azote qui arrive en station d'épuration qui est contenu dans l'urine. On enlève l'urine du réseau, on divise par 2 le coût d'exploitation d'une station d'épuration. Voilà. En plus de pouvoir rentrer dans un cycle. Donc vous voyez là,
c'est le monde parfait, où on a récupéré nos urines et nos biodéchets et on a tout réinjecté dans la ceinture maraîchère périurbaine et qui nous permet. Alors je vous ai pas parlé du phosphore. Le phosphore, c'est une ressource non renouvelable qui est pris dans des mines. 80% du phosphore mondial est au Sahara occidental, au sud du Maroc. Voilà, donc c'est des histoires géopolitiques. La France, on se targue d'avoir une agriculture super puissante. Si on ferme le robinet des importations d'azote et de phosphore, c'est fini. Il y a rien qui pousse en France. Depuis la Révolution verte, nos sols sont en train de se dépérir. Et donc il y a une vraie question. Voilà, au-delà de la question de l'eau, les toilettes sèches, il y a une vraie question de se remettre. Et puis au-delà de ça, il y a un truc philosophique un peu de remettre l'être humain dans le cycle des matières organiques. Voilà, dans le vivant, il n'y a pas de question de déchets, quoi. Donc nous, on a bossé un peu au début, on a fait sur du hors-sol. Vous voyez, ça, c'est des épinards qui sont à 2 fois la dose autorisée dans les champs. Ça, c'est 170 kg d'azote à l'hectare. Et ça, c'est des épinards sans fertilisant. Bon, vous voyez juste que l'urine, c'est assez puissant, quoi. Alors, comme on a beaucoup de vin autour de chez nous à Montpellier, eh ben, on a un viticulteur qui nous a gentiment donné 2 hectares. Alors on est assez triste parce que l'urine n'est pas reconnue pour le bio et comme engrais bio et donc c'est un peu dommage. Bon, c'était le vin, j'irai pisser sur vos vignes, on le fait depuis quelques années et voilà. Il y a un autre projet qui s'appelle Toupie où là ils utilisent pas l'urine pour ce qu'il y a à l'intérieur comme engrais, mais ils utilisent l'urine comme substrat pour faire pousser des bactéries. Ils font une forme de kéfir dans de l'urine. Ils sont basés à Bordeaux et eux, il y a une vraie équation économique parce que ils arrivent à multiplier par 10 la valeur de l'urine. Le problème de l'urine, c'est qu'il y a 95% d'eau et donc quand on transporte, voilà, on a fait 20 km, on a perdu en essence ce qu'on a gagné en engrais. Donc c'est toujours très compliqué de trouver une équation. Alors c'est là qu'on peut avoir une équation économique pour nous, même si on l'a pas sur le changement du toilette en toilette sèche. Et voilà, ça c'est le système actuel. Toutes les eaux vont ensemble à la station d'épuration et nous on enlève juste les matières fécales parce que en fait les urines en plus de contenir plein d'engrais et ben elles sont stériles dans 97% des cas, quoi, sauf quand on a une infection urinaire ou quelque chose comme ça. Bon, les urines c'est optionnel. En vérité, c'est surtout les eaux grises qui nous intéressent. Et alors ça dépend des cas en fait. C'est de la réutilisation. Là, nous on essaye de tous les projets de reuse là, ça nous fatigue un peu parce que c'est toujours à la sortie de la station d'épuration. Et donc ça remet pas vraiment en cause tout le système. Enfin, il y a un autre truc quand même qu'il faut voir aussi enfin vous le savez, mais on est à 150 litres d'eau par personne par jour. Il y en a que 2 qui sont utilisés pour l'eau de boisson. Alors effectivement, peut-être pour la douche, il faut quand même une eau qui est assez propre, mais quand on fait de la reuse en fin de station d'épuration, on va potabiliser de l'eau où il y a seulement 1% qui va servir à la boisson. On va la faire rentrer dans la ville, et quand on dit utiliser de l'eau, faut bien comprendre, c'est pas une bouteille de gaz où on utilise le gaz et on va le remplir. C'est juste on va polluer, on va faire caca dedans en fait, c'est ça. C'est ça, utiliser de l'eau, quoi. Elle arrive à la station d'épuration et là on nous vend que on va faire un traitement de dingue où on va traiter, on va sortir là, on va tout sortir, on va ramener un tuyau là où pour irriguer un golf ou je sais pas où. Enfin, il y a vraiment plein de projets où on marche un peu sur la tête. Alors il y a d'autres cas où en fait l'eau de station d'épuration elle recharge les cours d'eau et donc c'est pas forcément non plus intéressant de forcément réutiliser les eaux grises. Nous à Montpellier, la goutte qui rentre dans l'évier part à la station qui part dans un émissaire en mer à 13 km. Donc chaque goutte qui rentre dans l'évier est perdue. On est sur un truc bon, tous les élus parlent de la végétalisation de la ville. 4 mois dans l'année, on importe de l'eau qui est à 100 km à Arles du Bas-Rhône. C'est quasiment la moitié du volume consommé à Montpellier, c'est de l'eau du Bas-Rhône. Et on nous dit on va végétaliser la ville, nous on est là mais avec quelle eau, quoi, c'est comme et donc c'est un vrai enjeu chez nous. Les premiers tests sont on est assez content. Bon, alors là je vous ai fait vraiment un principe technique, mais on récupère les eaux de douche qui sont filtrées dans des filtres à sable. On essaye alors nous on est plutôt partisans des basses technologies, filtre à sable, et on met un petit filtre UV, mais on essaye de rester le plus léger possible. On va stocker ça et on va repomper ça sur le toit et essayer de descendre en gravitaire autant sur les toits que sur les murs. Et les premiers résultats sont assez bons sur nos
si on veut, alors ça c'était quand il faisait vous voyez, il faisait plus de 37, 38 degrés, ce qui est pas, enfin ça, l'année dernière c'est arrivé vraiment, je crois que c'était quasiment plus de 3 semaines où c'est arrivé chez nous. Et ben on va diviser par 6 le besoin de climatisation du bâtiment sur lequel on a travaillé. On a un autre bâtiment, alors ça c'était un module expérimental où c'était le petit container que je vous ai montré. Donc on avait un container avec une isolation de 15 cm qui était sans végétalisation et un container, et on a vraiment eu plein de calculs et qui là, pour le coup, c'est plus sur l'économie d'eau, mais là, on a une équation économique qui permettrait. Et on a mesuré plein d'autres choses, d'indicateurs de biodiversité, de potentiels filtres de microparticules, de filtrer aussi les eaux grises qui sont pas encore tout à fait filtrées, d'analyser les qualités sur les micropolluants et de voilà. Enfin, il y a tous les aspects un peu extérieur positif de ce que ça peut amener. Bah voilà, j'en ai fini. Par rapport au réservoir qu'il y a dans les toilettes sèches, qu'est-ce qu'on en fait après? Enfin, je veux dire, quel est le processus? Alors en fait, c'est quasiment le plus facile. Parce que c'est des tout petits volumes. Sur les matières fécales, là sur Dol de Bretagne, donc ils sont 70 habitants, et on met un composteur qui, pour le coup, lui, en fait, bon, nous, on est habitués pour nous, c'est de la vie, et juste le mélanger à de la paille ou de le couvrir, il n'y a pas de problème. On n'aura ni mouche, ni lixivia, ni choses comme ça, mais pour rassurer les gens, on le met dans il y a une marque qui s'appelle Biolan, qui fait des composteurs avec un système d'aération qui augmente un peu, qui fait monter en température, et qui permet qu'il n'y ait pas ni liquide, ni d'odeur. Et du coup, on utilise plutôt ce truc-là qui est un peu cher. Mais en vérité, c'est tout à fait faisable. Ils ont quasiment, donc dans leur parc, pour l'instant, ils n'ont pas réussi à remplir 1 mètre cube après 2 ans d'utilisation. Donc, faut se rendre compte qu'en fait, c'est vraiment que dalle, c'est vraiment rien du tout comme volume. Le gros du volume, il est dans l'urine, et l'urine, dans le cadre d'Ol de Bretagne, c'est un partenariat avec la chambre d'agriculture qui est à côté et qui fait des tests en plein champ. Et du coup, ils le font avec eux. On a un petit souci avec cette techno quand même, je vous le dis, c'est le fait que les urines passent sur 5 cm de tapis, qui même s'il est bien raclé, il y a quand même un peu de matière fécale. On a des taux elle est pas stérile quoi. Il y a une contamination fécale sur ces urines. Le meilleur moyen et le plus simple, c'est de stocker pendant 6 mois. C'est d'ailleurs la recommandation de l'OMS. Et en fait, en stockant 6 mois, le pH monte et ça tue la majorité des pathogènes. Voilà. Et c'est 2 ans. La réglementation, c'est 2 ans sur les matières fécales dans un composteur une fois qu'on a arrêté de l'alimenter. Donc à chaque fois qu'on en met, pour pas qu'il y ait de mouches et rien, on met soit de la paille, soit faut mettre une source carbonée pour fermer et bloquer les odeurs. Et on laisse 2 ans et ensuite on peut l'utiliser au potager. Ok. Après, par rapport au design réserve urine, est-ce que il y a des risques de bouchons ou pas dans les descentes? Alors, il y a des risques, c'est pour ça qu'on a mis, on préconise du 100 ou du 120 minimum. D'accord. Et que jusqu'à maintenant, et qu'on ait un peu de pente. Okay. Et après, il y a quand même, au final, il y a quand même, dans le bâtiment, là, il y en avait quelques-uns, notamment, qui voulaient arrêter d'utiliser du papier, donc ils ont des douchettes. Donc ça rajoute un peu d'eau qui nettoie un peu le circuit. Et, pour l'instant, on n'a pas eu c'est sur nos toilettes publiques, elles, qui sont installées dans des parcs où il y a 300 utilisations par jour sur le même toilette. Là, par contre, on a récupéré des tuyaux où la section, elle a été divisée par 4 et là, il faut revenir et soit on met de l'acide si on a mis une vanne, soit il faut changer le tuyau, soit le gratter. Donc, il y a un peu de maintenance de temps en temps, mais c'est des choses qui arrivent au bout de 3, 4, 5 ans. Vous avez répondu à ma dernière question, c'était l'entretien des canalisations. Okay. Alors comme je vous disais, aujourd'hui on n'a pas encore eu à faire tout ça là, à mettre de l'acide, à fermer les vannes ou à racler ou à avoir des problèmes de bouchage. On s'attend à en avoir quand même, mais normalement si on fait, alors tout ça on s'est appuyé aussi sur des travaux. Du coup les Suédois qui font ça depuis les années 70, eux ont beaucoup plus de retours d'expérience et donc on s'est vraiment basé sur des travaux jusqu'à maintenant. En tout cas on n'a pas de souci quoi. Clémentine Pic, bureau d'études CEPOS. Moi j'ai une question par rapport
rapport aux eaux grises, c'est un peu la question que je pose à tout le monde en ce moment. On est vachement encouragé à le faire dans plein de cahiers des charges ZAC. Il n'y a aucun contexte réglementaire, à ce que je sache, qui nous permet de le faire. Donc il y a plein de projets où en fait on l'étudie et puis on finit par dire mais en fait on n'a aucun cadre réglementaire, donc on peut pas le faire. Est-ce que vous avez une piste ou quelque chose qu'on puisse avancer là-dessus, parce que pour l'instant on a pu le faire que dans du privé. On a sollicité le droit d'expérimenter. C'était Macron qui avait mis ça en place. Ouais. C'est ça, permis d'expérimenter, qui est un permis pendant 2 ans. Donc on ne sait pas ce qui se passe au bout des 2 ans. Mais bon, en tout cas, on a mis le pied dans la porte. Et ensuite, nous, on a des retours de l'ARS et de l'ANSES sur une qualité A qui est assez compliquée à atteindre. Je crois que c'est au-dessus de, alors je sais pas, c'est pas moi le spécialiste du traitement de l'eau, mais globalement comme l'eau est de douche, alors on a décidé de s'affranchir de la cuisine et du lave-linge et d'autres. C'est vraiment on détourne uniquement l'eau de la douche, mais c'est déjà 70 litres par jour par personne. Et clairement on s'est fait jeter des écoles, des domaines publics, à chaque fois s'il y a un enfant qui peut toucher le mur, c'est pas possible. Et donc à chaque fois c'est des contextes privés avec tout le monde est au courant, ils savent quel produit ne pas utiliser, où il y a toute une sensibilisation et ce permis d'expérimenter. Mais j'entends en fait, je suivais tout à l'heure les présentations, je sais plus, c'était le monsieur, je sais pas où il est parti. Non, la première présentation. Ouais. Qui était sur les nouvelles, les nouveaux décrets qui vont sortir sur la reuse. Et effectivement, j'attends de voir ça. Par contre, j'ai suivi le filtre à broyat de bois, qui est extrêmement intéressant. Qui lui peut être une forme de reuse des eaux grises très facile. Et du coup, alors il y avait déjà l'autorisation sur les plus de 20 équivalents habitants. Le décret est sorti sur les moins de 20 équivalents habitants. C'est un peu une révolution dans le monde de l'assainissement non collectif, puisque on passe de une phytoépuration aquatiriste typique, c'est un truc pour une famille, c'est un truc entre 8 et 12 000 euros. Là, c'est une tranchée, des copeaux de bois, un tuyau, quoi. On passe à et financièrement, et les résultats sont très bons. Et du coup, l'eau peut être directement valorisée avec des vergers autour. Mais en milieu urbain, connecté au réseau, là, je sais pas comment ça peut. Mais c'est aussi pour cette raison que personne veut trop se frotter à l'intérieur de l'urbain et plutôt travailler sur de la sortie de station d'épuration où là c'est dans le cadre avec des élus et des trucs, avec des projets qui sont validés sur des municipaux plutôt que d'aller demander l'autorisation à l'ARS et à l'ANSES. Mais c'est un vrai problème en France, hein, ce principe de précaution. En Espagne ils sont à 15% de reuse, en Israël 80%. Enfin bon, ça pose d'autres problèmes hein, après de ce que je disais sur les rechargements de cours d'eau et de nappes. Mais si tout le monde l'utilise sur de l'agriculture ou sur autre chose, il n'y a plus d'eau dans les rivières, quoi. Cécile Rodriguez de l'agglomération du Sicoval. Et j'ai une question par rapport au modèle que vous avez montré à la fin. Est-ce que c'est un concept non, plutôt avec les toits végétalisés et la récupération sur un bâtiment. Voilà. Est-ce que ça reste, vous avez après donné les résultats de récupération, est-ce que ça reste pour l'instant un principe d'aménagement ou est-ce que vous avez pu le tester? Est-ce que vous avez des chiffres ou des retours d'expérience par rapport à ce type de concept-là? Alors, c'est donc plutôt c'est un théorique. peu une spin-off, disent les start-upers. Donc c'est Calypso, c'est une association qui est un peu liée à Ecosec, mais qui s'est créée, qui a fait ce module expérimental. Donc il y avait lui et à côté le même container et c'est là-dessus qu'on a fait tous nos essais qui nous ont permis de passer, et c'est à l'automne, là, en octobre, qu'on va sur un habitat participatif à Prades-le-Lez, c'est au nord de Montpellier, où là, il y a 10 habitants, tous équipés de toilettes sèches, où on va sur, il me semble que c'est de l'ordre de 2/3 des façades au sud, avoir des murs végétaux qui vont permettre d'évaluer. Le problème avec le neuf, c'est qu'avec les nouvelles réglementations d'isolation, en fait, on est dans des cages tellement étanches qu'on peut mettre un glaçon ou un four dehors. C'est très dur d'impacter, l'intérieur. Enfin, donc on fait un îlot de fraîcheur extérieur, mais ça a moins d'impact que sur une passoire thermique, quoi.
Ça réduit quand même, Ouais. ça augmente le déphasage de la C'est ça. façade quand même. Ouais. Mais pour nous, le vrai projet, ce serait, il y a des projets de rénovation urbaine là, dans les quartiers à Montpellier. Et là, c'est des vrais passoires, des immeubles des années 70 sur des gens enfin, il y a des vraies souffrances vis-à-vis de la chaleur. Et pour nous, il est là l'enjeu. Le problème, c'est d'aller se pointer là-bas et de dire sur la rénovation, on va investir. Enfin, les toilettes sèches, les gens ils nous regardent. Je suis pas sûr que ce soit la priorité, quoi. Donc donc d'ici novembre, on pourra avoir des meilleurs résultats. L'autre projet qui est en cours, alors il y en a plein de anecdotiques un peu à droite à gauche, mais il y en a un autre, c'est sur du froid industriel, sur un brasseur à Montpellier qui a un container 40 pieds, donc il fait 12 mètres de long par 2 mètres 50, et c'est un container frigo. Il dépense 1 200 € d'électricité par mois pour maintenir leur bière à 4 degrés, et on prend les cages ont été faites avec les drèches de la brasserie, et c'est les eaux de lavage des cuves. Donc ils ont changé un peu leur process avec des trucs vapeur pour arrêter d'utiliser de l'acide ou des bases, et c'est l'eau de ça qui va rafraîchir. Et là on est en train de faire un vrai bilan économique au bout d'un an, de dire on a réussi là pour le coup sur du froid industriel, on va commencer à avoir des résultats sur le bien-être. Mais du coup c'est un container qui est mal isolé et où ils payaient une fortune en électricité de climatisation. Donc là c'est plutôt intéressant. Et pendant une période de canicule, on a pu avoir le mur, et boum, on l'a retiré. On l'a retiré il y a pas longtemps pour vraiment calculer la différence de consommation. Mais c'est assez récent. Fin de l'année, on aura plus de résultats. Je vous invite à suivre ça sur le site Calypso du coup. Calypso.coop. Philippe Gonçalves, je suis architecte et cofondateur d'un écosystème aujourd'hui qui réunit 3 entités. C'est l'architecture, une société d'architecture qui a presque 20 ans, une société d'ingénierie, mais plutôt effectivement à caractère ingénieur environnemental, on a ingénierie, et encore plus récemment une société qui nous permet d'avoir un support de maîtrise d'ouvrage qui est donc effectivement sous une entité de promotion, parce que on en avait marre d'être frustré ou de râler sur des sujets sur lesquels on ne permettait pas d'y aller. Et au lieu de râler, on s'est dit on va prendre les gants et les faire nous-mêmes. Donc c'est une activité qui est en cours, avec déjà une opération qu'on est en train de livrer là ce mois-ci, et d'autres sujets. Et donc je suis ravi de partager certaines expériences là-dessus, parce que je pense qu'il y a des sujets sur lesquels encore on hésitait encore à y aller, et ça nous a donné, je pense, des idées ce soir. Ils vont pas être contents au bureau en arrivant demain matin. Alors, donc mon intervention là, c'est 2 focus particuliers. Celui-ci qui est plus récent dans notre intervention, puisque on vient de clôturer les études de ce projet-là. On va démarrer en chantier en septembre. Donc on est dans un secteur industriel, c'est de l'agroalimentaire. On est sur Méjeanne-les-Alès, donc pas très loin de chez vous. Donc sur un accompagnement d'une maîtrise d'ouvrage qui est impressionnante d'engagement. Donc c'est une Arcadis, c'est une société peut-être que vous connaissez pas en tant que telle, mais si je vous donne la marque Cook, peut-être que ça peut vous parler. Ils font tout ce qui est épices bio. Et donc ils fournissent quasiment l'ensemble des magasins bio du territoire. Donc au-delà de cette activité-là qui est déjà vertueuse, c'est vraiment un écosystème interne qui est très 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 poussé, tant dans le management propre de leur société que dans tout ce qu'ils ont développé. Et pour la petite histoire, pour les plus anciens aussi, le bâtiment, donc on voit aujourd'hui sur la partie de gauche, le bâtiment existant qui date de un peu plus des années 2000, c'était le premier bâtiment référentiel du BDO issu de l'expérience BDM. Et sauf qu'ils sont pas allés au bout, effectivement, en phase réalisation, mais c'était le premier projet qui a servi à monter le référentiel ici en Midi-Pyrénées. Et donc aujourd'hui, ils nous ont consulté il y a un peu plus d'1 an, avec un travail de fond important avec eux, sur en fait une réflexion globale sur leur site, avec une vision à moyen long terme, donc pour des exploitants entre 5 et 10 ans, pour
plein d'éléments. Le premier, c'est effectivement, bien sûr, intégrer les évolutions de process et besoin des développements de leur société. Donc, dans le cadre, effectivement, d'extension, réhabilitation ou autre de leur site. Mais aussi avec toute une démarche plus globale au sein de l'entreprise qui est de désimperméabiliser au maximum les sols, sachant qu'il n'y en a déjà pas grand-chose, mais énormément végétaliser, gérer l'eau justement de manière beaucoup plus importante puisque on est sur une zone géographique qui est encore plus aride qu'ici, et puis plus globalement intégrer en fait toute une démarche de co-construction avec eux et les équipes dans ces valeurs partagées qu'ils souhaitaient mettre en place. Et donc à l'issue de ce travail qui a duré presque un an avec eux, on a abouti effectivement à ce plan directeur, ce schéma directeur, avec donc vous voyez sur la partie gauche essentiellement la construction de bâtiments neufs, et puis une restructuration, une extension sur l'existant, avec toute une démarche, on va dire écosystémique, sur lequel on a approché justement ces questions de comment on rentre dans les contraintes de process et d'utilisation d'eau par exemple, mais au travers aussi de la mobilité, au travers des choix de matériaux, etc. Donc c'était assez large. Donc pour être plus rapide, c'est un rapport avec notre sujet aujourd'hui. Le constat qu'on a pu tirer avec eux sur leur process. Donc on est en agroalimentaire. Donc aussi pas mal de contraintes sanitaires bien sûr là-dessus. Donc leur activité principale c'est de la transformation d'épices. Donc c'est du broyage, triage, etc. Donc ce sont des zones qui, enfin des process qui nécessitent pas tant de l'eau pour le réaliser, mais surtout pour nettoyer derrière. Quand vous broyez du curry ou du safran derrière. Ça laisse des traces. Enfin, on a vu certains salariés ou coopérateurs qui avaient définitivement les mains jaunes pour, je pense, quelques années. Et donc, du coup, il y a effectivement toute cette question d'utilisation d'eau aujourd'hui qui est utilisée en eau potable pour l'ensemble des besoins. Pas une gestion de récupération d'eau de pluie au-delà de la création de bassins, mais qui sont plutôt qui était plutôt lié à une obligation réglementaire de créer des bassins de rétention en cas de forte pluie, parce que pour le coup, quand il pleut, il fait pas semblant. Et donc, ils ont effectivement une importante nécessité de réguler ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a pu faire au travers donc de ce première phase aujourd'hui d'accompagnement, puisqu'on va rentrer ça y est en opération là à la rentrée pour la construction de ce bâtiment. Donc là, en image, c'est le bâtiment que vous aviez sur l'image, donc c'est le bâtiment neuf qu'on voit ici sur la gauche, voilà, qui constitue la première phase de l'opération. Et donc sur celui-ci, donc un bâtiment complexe puisqu'il intègre, on va dire, 3 usages et donc 3 réglementations différentes, qu'elles soient sécurité, incendie, etc., avec de l'ICPE, 2 catégories d'ICPE. On a toute une zone qui est la zone grise à droite, qui est la zone process purement dure, qui est sous ICPE, c'est toute la zone de broyage, etc., qui fonctionne en gravitaire. Donc on a 3 niveaux de process dans lequel assez facilement on monte la matière brute et puis par gravitaire elle vient se transformer et on la récupère en produit fini dessous. Vous avez la zone en ossature bois qui est sur la gauche, qui elle est essentiellement du code du travail, avec la zone livraison, etc. en rez-de-chaussée. Un premier niveau qui est ce sont des petits ateliers, mais plutôt labo, et pour les arômes par exemple. Et au dernier niveau qui sont des bureaux et des espaces partagés. Et puis à l'arrière, en fait, il y a un bâtiment parallèle à celui-ci qui est toute une zone de stock des matières premières et produits finis. Et donc, du coup, je vais pas trop insister sur la question de récupération des eaux de pluie puisque c'est un élément minimum que l'on intègre depuis pas mal de temps dans nos projets. Mais là, on s'est quand même pas mal arraché les cheveux. Vous voyez le résultat, c'est que la parcelle était pas très grande par rapport aux emprises du bâtiment, et en plus de ça, on cumule énormément de contraintes avec un
un sol qui aujourd'hui va être quasiment rempli de cuves diverses et variées, avec la gestion donc de l'eau de pluie comme on l'a cité. En plus, sur les dernières études de sol qu'on a pu réaliser, on s'est aperçu que a priori ils ont la chance d'avoir un des seuls terrains dans lequel il y a une grosse veine d'eau qui traverse. Et donc du coup toute l'infiltration à surface qu'on avait imaginé avec des bassins plantés, etc., a dû être évacuée. Et donc on est plutôt parti du coup en cuve, qui est devenu plutôt un avantage aujourd'hui, puisqu'on est plutôt en mode récupération. Donc ces eaux de pluie, elles ont deux orientations. L'orientation effectivement de traiter un minimum les espaces paysagers, mais pas tant que, c'est pas vraiment pas la priorité. La deuxième, c'est surtout d'alimenter en eau tous les sanitaires. Du personnel et des vestiaires qui vont être regroupés sur ce bâtiment-là pour l'ensemble du site. Donc une double installation par rapport à ça. Pour la partie process, aujourd'hui la réglementation ne nous permet pas de récupérer cette eau même filtrée pour la partie process, même uniquement un nettoyage des machines. Donc ça c'est une grosse contrainte. Donc on est quand même obligé d'avoir de l'eau potable pour nettoyer les machines. Par contre, le deuxième élément sur lequel on a voulu intervenir, c'est justement ces eaux aujourd'hui de nettoyage de machines partent basiquement en tout à l'égout, et donc ça c'est quelque chose aussi qu'on voulait modifier, et notamment essayer de se mettre en position où forcément le cours de l'histoire, et encore vu tout à l'heure ce que tu nous as dit, va faire que les diverses réglementations vont évoluer, y compris on espère en agroalimentaire, pour se dire que comment est-ce qu'on prépare le terrain pour que demain on puisse réutiliser en circuit court ces eaux filtrées pour de nouveau relaver les machines, etc. Donc on a mis en place un travail en phytoépuration aujourd'hui de cette eau de process. Et puis, il y aura plus que demain à la connecter sur la cuve pour la récupérer. Donc voilà à peu près les éléments. Donc le bassin de phytoépuration, là, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui a été compliqué, c'est que on a très très peu de place. Donc là, on a optimisé au maximum la zone de phyto, puisque vous avez en plus lié au l'ICPE toute la question d'incendie. Donc il y a une grosse cuve sprinklage sur le projet, et évidemment il faut pouvoir récolter cette eau d'incendie le jour où il y a une catastrophe, avant qu'elle pollue entre guillemets le site. Donc on a en plus de ça sur tout l'avant du bâtiment, devant la seule zone en fait qui est en perméable, qui est la partie voirie lourde pour que les semis puissent manœuvrer et vider sur les quais. On a réalisé dessous cet endroit les cuves de récupération de sprinklage, avec un dispositif que l'on tente aussi avec un bureau de contrôle aujourd'hui qui n'a pas voulu se mouiller, c'est le cas de le dire, mais on a eu la chance d'avoir un pompier qui a plutôt été ouvert à la discussion. C'est de se dire qu'aujourd'hui cette cuve, on l'espère, va être quasiment tout le temps vide, puisque si elle se déclenche, c'est que on va plus trop se poser la question de la vie du bâtiment. Et c'est des cubages qui sont énormes, hein, parce que le cubage de la queue de sprinklage, je crois qu'on est à 120 ou 180 mètres cubes de flotte, plus c'est multiplié par des coefficients pour l'eau qu'utiliseront les pompiers pour arroser tout ça. Donc on se retrouve avec une rétention qui est hallucinante, qu'on n'a pas pu faire sous le bâtiment, parce qu'il y a déjà notre géothermie, donc elle est sous la zone que je vous ai évoquée. Et notre objectif était de faire en sorte à ce que notre bassin de récupération, notre cuve de récupération d'eau de pluie qui est au-dessus, le terrain monte légèrement vers l'arrière, donc par gravité nous permettait d'avoir un double réseau pour en fait maintenir à un tiers la cuve d'incendie pleine par les eaux de pluie quand celle de dessus était remplie, pour éviter de la renvoyer directement, et avec en fait une vanne, une électrovanne sur cette partie-là, qui en cas d'incendie était ouvrable par les pompiers.
Et donc cette eau de pluie stockée dans cette cuve serait évacuée en priorité et après elle se remplit directement par l'eau du sprinklage. Donc là, voilà, encore une fois, on marche un peu sur les œufs puisqu'effectivement on n'est pas du tout un dispositif encadré réglementaire. L'Adréal, pour l'instant, nous suit. Enfin, en tout cas, là, on avait l'appui du pompier. Donc, on va voir comment ça fonctionne par rapport à ça. Mais des gros enjeux de réseau et de tuyaux partout. Donc voilà, ben là, c'est un peu plus compréhensible. Donc là, la façade que vous voyez tout à l'heure, c'est la façade principale ici. On a le terrain qui remonte. On a un parking en partie haute du site qui est entièrement imperméable. Et du coup, on a une grosse cuve de récupération d'eau de pluie ici. On envoie toutes les eaux de pluie des toitures qui sont des toitures végétalisées sur la totalité des terrasses, hormis les parties accessibles, mais sinon on est tout en végétalisé, y compris au-dessus du stock qui est là. Et on descend par réalité, on retrouve le bassin de phytoépuration qui récupère les eaux du process avec une attente. Et donc l'ensemble des cuves de récupération de la cuve de sprinklage qui est ici, qui est dessous. Et donc avec tout un maillage sous bâtiment pour venir récupérer les eaux qui se stockeraient dans le volume. Et là aussi, quand on a vu les volumes d'eau que cela nécessitait et les impacts VRD pour récupérer ces eaux qui, voilà, dans 99,5% des cas, sera toujours vide, on a imaginé aussi que le bâtiment lui-même fasse office de rétention. Donc en fait, on a mis en place, puisqu'on ne pouvait pas remonter les portes de 20 cm pour des questions de sécurité et simplement d'accessibilité. Donc on a mis en place sur ce projet des écluses, en fait, manuelles, que l'on met naissant devant les issues, pour permettre à ce que ça se met en charge, l'eau de pluie se met en charge, enfin l'eau du sprinklage se met en charge dans le bâtiment, et il y a un débit de fuite qui est calculé pour que ça chemine ensuite plus progressivement sur le bassin, mais encore une fois pour réduire l'infrastructure qui était prévue sur cette récupération. Donc quand on voit voilà l'emprise de l'ensemble des éléments, on a vraiment un élément très très contraint qui a été un peu compliqué. Voilà sur la partie industrie, je vais aller peut-être un peu vite, mais je pourrais répondre à vos questions. Sur un autre projet qui est plus ancien, qui a presque une dizaine d'années aujourd'hui, sur des logements sociaux sur le quartier de Soupetard, avec le bailleur social ICF Atlantique. Donc c'est une construction neuve, c'est 103 logements au total, avec une répartition de logements intermédiaires et logements en bande. Et là aussi, un travail de récupération des eaux de pluie, avec un effort de rétention en toiture et aussi des toitures végétalisées, et un travail sur les sols aussi perméables. Mais c'est le focus là pour ce soir, c'est effectivement cette expérience sur la récupération. Alors non pas récupération des eaux grises pour la réutiliser ou rafraîchir effectivement le bâtiment. Là, c'est plutôt la récupération de l'énergie en fait, la récupération de la chaleur des eaux grises pour le bâtiment. Donc pour la petite histoire, ce projet-là, on l'avait lancé nous en faisabilité sur une géothermie. Avec sonde verticale pour gérer l'eau chaude et le chauffage des logements. Mais le maître d'ouvrage sortait d'une expérience, c'était même pas une expérience, c'était plutôt un démarchage important d'une boîte qui avait monté ça sur un projet qu'ils avaient à Paris, à Sablières, sur un collectif dans lequel effectivement l'objectif était de transformer la chaufferie, une partie de la chaufferie de cet immeuble qui était en pied de bâtiment, rez-de-chaussée, par ce système de récupération de chaleur sur les eaux grises et pour réalimenter les besoins en eau chaude. Et comme on avait nous ce projet en parallèle qui se montait, ils ont dit bon, on aimerait bien le tester sur cette ampleur de projet. Sauf que du coup, enfin on le verra après en retour d'expérience, c'était pas quelques contraintes. Donc rapidement, effectivement, les éléments qui ont été intégrés sur ce projet, toujours sur une démarche globale que l'on essaie de mener nous sur les projets, avec donc vous l'avez vu, un travail de toiture végétalisée et rétention en toiture, et on retrouve aussi sur ce projet-là trois techniques
que l'on avait expérimenté donc à ce moment-là sur justement la gestion de l'eau chaude. Donc la plus grosse partie des logements collectifs intermédiaires étaient en récupération sur les eaux grises. On avait les maisons en bande qui étaient sur des ballons thermodynamiques et on avait quelques logements qui étaient sur de l'eau chaude thermique. Et ce qui était chouette, c'était plutôt voilà ce retour d'expérience 3 ou 4 ans, 5 ans après qu'on a pu faire par rapport à ces divers modèles. Donc là, sur la partie récupération sur les eaux grises, donc vous avez le projet en plan de masse. On a les logements collectifs qui sont ces 3 plots parallèles, avec ici un nouveau logement intermédiaire, des maisons en bande, et puis là il y a un plot tout à fait particulier. Donc ici on est en solaire, là on est en ballon thermodynamique, là on est en solaire thermique aussi, et là on est donc en récupération. Donc déjà pour nous, une contrainte un peu subie par rapport à intégrer cette technologie de récupération des eaux grises sur les eaux grises, c'est qu'on est on a un seul équipement central de chauffage pour les 3 plots, avec un parking souterrain. Vous allez le voir après sous l'emprise de la totalité des bâtiments. Donc déjà, pas super optimum pour ce type de technologie, puisque des longueurs de réseau importantes, puisqu'il fallait donc tout collecter en séparé. Donc là, eau grise et eau vanne séparées, pour aller vers une sous-station. Voilà, en parking. Donc là, vous avez l'emprise des 3 parkings et donc une sous-station qui se retrouve sous bâtiment là, donc même pas en position centrale, et avec un dispositif d'une sous-station qui était prévue en géothermie et qui a basculé sur ce système a posteriori, en phase finale d'étude. Le système après, il est relativement simple sur le papier, en tout cas. L'idée, c'est quoi? C'est que les eaux de douche, justement, et lavabo, alors là, c'était douche et lavabo, qui arrivent plutôt chaudes, passent dans un échangeur et préchauffe l'eau qui repart, du coup, pour les besoins. On le reverra sur les avantages, mais voilà, j'avais mis ce petit schéma, même si c'est pas très lisible, c'est très clair, mais voilà, le schéma, il est simple. On récupère, on passe par un échangeur, on renvoie après tout à l'égout, et puis on stocke dans des ballons, et là, quand l'appel de puissance se refait, on remonte. Du coup, les retours, si je commence par le logement par rapport à ça, l'inconvénient dans ce projet-là, c'est que les 2 premières années, ça a été un calvaire d'intervention et de maintenance, parce que on avait systématiquement une gestion de la pompe de relevage qui était dans le schéma après là. Ouais, pompe de relevage qui renvoie au réseau, vu qu'on était enterré et que donc il fallait remonter le réseau, avec des gestions de boue, et puisqu'ils ont tout un process normalement automatique pour un peu fluidifier ce qui se passe là-dedans. Le temps qu'ils fassent les réglages et qu'on ait les bonnes quantités, etc. On a cramé 2 ou 3 pompes de relevage, et là pour le coup on mettait en drapeau plus de 70 logements, quoi. Donc ça a été quand même un enjeu qui n'était pas évident. Et comme on était, c'était la boîte démarrait à peine, on était leur plus gros projet, donc on a servi un peu de cobaye là-dessus. Donc ça, c'est vraiment un des freins aujourd'hui que l'on a pu avoir à tenter cette expérience, c'est qu'il faut, pour nous, effectivement, vraiment que ça soit privilégier au maximum le gravitaire. Et là, pour le coup, ça a vraiment du sens, parce que le gros avantage de ce système-là, c'est que on récupère les maximum de besoins au moment où, un maximum de puissance au moment où on en a besoin. Donc c'est quand les gens prennent les douches qu'on a le maximum de calories pour alimenter les douches. Donc en hôtelier, c'est encore pire, c'est encore plus efficace, puisque là effectivement on a des cycles encore plus réguliers de prise de douche le matin ou le soir, et donc c'est vrai que on est vraiment sur une notion de circuit court d'énergie qui marche pas mal. Mais effectivement, il faut que les dispositions d'évacuation soient plutôt en gravitaire.
Sur la partie usine, là effectivement aussi grosse contrainte réglementaire. Alors, ça rejoint à peu près toutes les questions qu'on a à peu près évoquées aujourd'hui, mais on voit que ça y est, là enfin ça commence à émerger tous ces sujets-là, et donc de faire évoluer les textes dans lesquels on est dans des activités des fois qui sont vraiment dans la cible des questions sanitaires, et on voit bien qu'on a besoin de faire évoluer nos mentalités. Voilà, vous l'avez très bien dit vis-à-vis que même ne serait-ce que déjà de nos enfants sur le fait qu'ils arrivent avec le genou plein de terre à la maison. Là, effectivement, imaginer laver des machines avec une eau qui a pu être filtrée, c'est pas encore gagné. Néanmoins, voilà, on arrive quand même à trouver des acteurs qui ont envie de tenter et d'innover sur ce type de projet. Donc, j'espère effectivement avoir un retour de réalisation d'ici 2 ans sur la partie retour d'expérience de mise en œuvre. Mais en tout cas, c'est plutôt cette vision empirique en fait des choses, et là on s'est régalé dans notre raison d'être, c'est-à-dire que on est dans un équipement où généralement, entre guillemets, là je parle pour nos architectes, on est souvent pas forcément la personne la plus écoutée lorsque on doit croiser des problématiques de process, de sécurité, d'accessibilité, tout ça. Voilà, c'est comme ça, on en a besoin. Et nous, on a passé 1 an à poser des questions, et pourquoi. Et on a réussi à détricoter au fur et à mesure certains sujets, et se rendre compte que effectivement peut-être qu'on pouvait faire aussi autrement, qu'il fallait effectivement se gratter un peu la tête, c'était un peu plus long et plus compliqué, mais on pouvait essayer d'aller un peu plus loin que la norme. C'est l'ensemble de la chaleur des eaux usées de tous les logements qui va chauffer les 70 logements, ou c'est juste une partie des logements, les 70, parce que souvent on dit qu'il faut beaucoup de chaleur et de grosses récupérations d'eau usée pour vraiment pouvoir récupérer un peu de chaleur. Donc là, c'est vraiment l'ensemble pour les 70. Ouais, c'est l'ensemble des 3 bâtiments que je vous ai montré tout à l'heure, sur lequel on récupère les calories, et qui repart sur cet ensemble-là. Après, c'est couplé à une pompe à chaleur qui fait le complément dans tous les cas. Donc, alors j'ai plus le taux de rendement en tête depuis, mais je crois qu'à l'époque ils nous annonçaient un rendement un COP de 3-4 max. Donc, ça vaudrait le coup de voir un peu aujourd'hui où ils en sont. Mais oui, c'est un plus en fait. Voilà. Les canalisations, elles sont calorifugées ou pas? Oui. Donc là, on a dans le sous-sol toute une batterie de réseaux, avec une galerie de réseaux, puisqu'il y a des parties effectivement sous bâtiment, mais après il y a les traversées, puisqu'on a privilégié un maximum de pleine terre. Et donc il y a toute un travail de calorifuge, donc aussi des dimensionnements importants, donc aussi il y a des problématiques de réservation, puisqu'on est un parking, donc des hauteurs libres, etc. Ouais. Je vous remercie pour votre présence. Je remercie les intervenants. Merci à Benjamin en particulier de nous avoir fait rêver avec nos urines. Et c'était très très intéressant. Très très intéressant. Voilà, donc bien sûr, je vais pas rajouter de l'évidence à l'évidence, quoi. On y est. Donc les ressources en eau, et curieusement, malgré toute la pluie qu'on a eue ces dernières semaines, il paraît que les nappes phréatiques ne se sont pas remplies parce que c'est la végétation qui a tout absorbé. Donc en fait, en plus, il faut que l'eau tombe au bon moment pour que ce soit utile et efficace. Donc tout ça, c'est complexe, et c'est, je crois, le rôle d'Envirobat comme ce soir. Et je remercie les équipes, Chloé, d'organiser ces 17-20. C'est notre rôle de se questionner et de vous permettre de proposer et de présenter vos solutions et de pouvoir en débattre. Alors bien sûr, après il y aura une très large diffusion. Et maintenant, grâce notamment
à Pierre, on est vraiment très très efficace du point de vue de la communication et de la diffusion donc de tout ce que vous avez dit et montré. Voilà, et donc on va boire un coup. Hein. J'espère qu'il y a de l'eau un peu. Merci à toutes et à tous.